Saint Seiya. Les amateurs de jeux vidéo, et peut-être encore plus dans les années 90, sont constamment confrontés à la question de la supériorité d'une console par rapport à une autre. C'est justement le thème de l'un des articles du magazine Mega Drive Fan datant de mai 1991, qui tente de percer le mystère qui entoure la comparaison entre la Mega Drive et la Super Famicom, sa concurrente directe, dans le cadre d'un dossier plus large consacré à l'histoire de Sega. Afin de répondre aux questions auxquelles personne n'a su répondre malgré notre curiosité, nous avons mené une enquête audacieuse. Sega Interview Surprise. La Super Famicom est sortie à la fin de l'année dernière. Est-elle inférieure ou supérieure à la Mega Drive, sa devancière dans les consoles de jeux 16 bits? C'est une question qui nous intrigue, nous les fans de Mega Drive, n'est-ce pas? Mais personne n'a fourni de réponse claire. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, notre rédaction a mené une enquête audacieuse chez Sega. La Mega Drive est-elle supérieure à la Super Famicom? Les participants à cet entretien étaient le directeur Naoki Aoki de Sega, en charge de la planification et de la production des jeux de salon sur Mega Drive et Game Gear, et les messieurs KH et Yu2 du département de développement chez Sega, monsieur Yu2 s'occupant de la programmation de Sonic the Hedgehog. Question du journaliste. Entre la Mega Drive et la Super Famicom, laquelle est la meilleure? Réponse d'Aoki. La Mega Drive a été lancée le 29 octobre 1988. C'est plus de 2 ans avant la sortie de la Super Famicom. Naturellement, étant une machine sortie plus tard, la Super Famicom a des spécifications techniques supérieures sur le papier. Question du journaliste. Vous concluez déjà? Réponse d'Aoki. Mais je pense que la supériorité du matériel et le plaisir de jeu ne sont pas vraiment liés. Réponse de Yu2. C'est vrai qu'il n'y a pas de fonction de rotation ou de zoom dans la Mega Drive, mais la différence réelle de performance n'est pas si grande. La seule différence vraiment notable est au niveau du son. Réponse de KH. Et cela seulement si on a beaucoup de mémoire et qu'on sait l'utiliser à mon avis. Question du journaliste. Nous entendons souvent dire que la Super Famicom est une machine difficile à programmer. D'ailleurs, il y a des rumeurs sur un défaut fatal dans cette console. Réponse d'Aoki. Je ne peux pas en être sûr, mais il semble qu'il y ait des contraintes strictes lors du rafraîchissement de l'écran. Question du journaliste. Des contraintes lors du rafraîchissement de l'écran? Réponse d'Aoki. Pour le moment, je ne pense pas que cela pose problème. Ni la Super Famicom, ni la Mega Drive n'ont encore exploité tout leur potentiel. Mais à l'avenir, comme avec les récents jeux pour Famicom, qui poussent la machine à ses limites, cela pourrait devenir un défaut fatal. Question du journaliste. Au fait, est-il possible de créer F-Zero sur Mega Drive? Réponse d'Aoki. Même si reproduire exactement le même jeu est impossible, je pense qu'il est possible de créer un jeu ayant le même niveau de divertissement. Réponse de Yu2. En fait, j'avais également pensé à un jeu avec le même contenu, mais ils m'ont devancé. Réponse d'Aoki. Dans ce domaine, celui qui commercialise le produit en premier a toujours raison, n'est-ce pas? Cependant, F-Zero a pu être créé parce qu'il n'y avait pas de pneus, je suppose. Question du journaliste. Donc, il n'y a pas de différence de performance technique suffisamment grande entre les deux consoles pour affecter l'intérêt d'un jeu, c'est bien ça? Réponse d'Aoki. Exactement. Je ne voudrais pas que l'on se fie uniquement aux spécifications techniques du catalogue. La Super Famicom semble très impressionnante à première vue, mais en réalité, elle a de nombreuses contraintes et ne peut pas tout faire. Elle a des fonctions spéciales abondantes, c'est vrai, mais elles sont difficiles à maîtriser. Cependant, si on arrive à les utiliser, on peut créer des jeux uniques et intéressants. D'un autre côté, la Mega Drive utilise le Motorola 68000, courant dans les machines d'arcade. Donc les adaptations de jeux d'arcade sont faciles. Elle est également plus facile à utiliser et moins contraignante pour les programmeurs. Question du journaliste. Nous avons donc une conclusion. Réponse de Yu2. Mais si je peux me permettre, Sonic the Hedgehog ne peut pas être créé sur Super Famicom. Question de journaliste. Vraiment? Yu2. Au moins les niveaux spéciaux où l'arrière-plan tourne tout en défilant. C'est impossible. La Super Famicom ne peut avoir qu'un seul arrière-plan quand elle utilise la fonction de rotation. Impossible. Réponse d'Aoki. Absolument impossible? Réponse de Yu2. Absolument pas faisable. Réponse d'Aoki. Et dans 2 ans? Réponse de Yu2. C'est impossible. Réponse d'Aoki. Mais si on la programme manuellement comme dans Sonic? Réponse de Yu2. Ah, ça c'est possible.
Commentaire du journaliste. Donc, finalement, l'intérêt d'un jeu ne réside pas dans le matériel. Réponse de l'équipe de Sega. C'est bien ça. Quoi qu'il en soit, cette conversation chez Sega ne se contente pas de mettre en lumière les différences techniques entre les deux bécanes, mais aussi une pointe de mauvaise foi, logique me direz-vous, heureusement enrobée d'une ironie qui rend cet entretien plutôt drôle, non ?